Pour bien aborder la saison de ski. Voilà, vive les courbatures. Les Alpes sur un plateau dimanche 11h25 sur France 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite les titres de votre journal. La trêve hivernale débutera ce dimanche 1er novembre. Cela signifie qu'un locataire ne pourra pas se faire expulser de son logement durant la période de cette trêve. Une situation qui engendrerait une forte augmentation des expulsions juste avant la date fatidique. Et quoi qu'il en soit, nous verrons que les procédures, elles, ne s'arrêtent pas. Fini les interminables détours. La route des gorges de l'Allier entre Ugine et Flumet rouvrira demain à 16h. Elle avait été fermée il y a 6 mois en raison d'une violente crue de l'Arly qui avait emporté toute une partie de la route. Les travaux de sécurisation ne sont pas terminés, mais la circulation, elle, peut reprendre. Faire face, c'est le nom d'une exposition présentée en ce moment à l'ancien musée de peinture de Grenoble. L'occasion de découvrir tout un travail photographique autour du cancer du sein. L'histoire d'une rencontre aussi entre 2 photographes qui voulaient sensibiliser le grand public à ce sujet. Dans l'édition nationale, Virna Saki reviendra sur cette fusillade en plein tribunal. À Melun, un avocat a tiré sur le bâtonnier avant de se suicider. La victime est grièvement blessée. Le tireur, qui se sentait persécuté, aurait prémédité son geste. Et puis vers la fin du voyage pour Fram en péril, le groupe toulousain vient de déposer le bilan. Un repreneur est en lice. Le groupe Caravelle Promo Vacances, seul espoir pour les 651 salariés. Mais d'abord, beaucoup de tensions aujourd'hui devant la mairie d'Échirolles en Isère. Les Roms attendaient des explications du maire de la commune après leur expulsion d'un camp tôt ce matin. Il s'agit d'un campement situé à Comboire. 120 personnes y vivaient depuis plus d'1 an. Tiffaine Honoré, Marie Chambrial. De leur campement de fortune, il ne reste qu'un tas de détritus. Installés là depuis plus d'1 an, 120 Roms, dont la moitié d'enfants, sont aujourd'hui à la rue. Une situation encore plus précaire à l'approche du froid. Là, ce qu'il y a de plus dramatique, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les crédits d'État en termes d'hébergement hivernal, il y en aura très peu, il y aura peu de place, et que finalement, ces familles-là qui auraient pu passer l'hiver dans des conditions certes difficiles, mais elles auraient pu passer l'hiver ici et se débrouiller. Aujourd'hui, c'est des familles qui sont candidates pour ces places de dispositif hivernal, et elles n'y auront pas droit. Vers 7h ce matin, les forces de l'ordre ont expulsé les familles de ce terrain municipal. Un moment difficile pour beaucoup d'enfants. Ils ont venu la police et ils ont dit dans 3 minutes, 1 heure, si vous partez pas, je vais amener tout pour démolir. Leurs affaires sous le bras, ces familles n'ont pas reçu de solution d'hébergement. Une démarche illégale selon les associations. En cas d'expulsion, il y a au préalable un accompagnement social avec relogement. Une fois de plus, cette disposition n'a pas été respectée, donc au mépris de la loi et au mépris de la simple humanité. Venu rencontrer le maire en fin de matinée, la quarantaine de personnes s'est faite évacuer manu militari. On s'est retrouvés en étau, bloqués, poussés, avec vraiment une forte... c'était vraiment violent. On va partir où? Lundi, les petits-enfants, ils vont aller à l'école. Des habitants du quartier se mobilisent. Certains viennent aider les familles à transporter leurs baluchons. Nous, on n'a jamais eu de problème. Bien au contraire, quand on est venu ici leur apporter des fois des couvertures, des matelas, c'est tout un gentil, le sourire. Nous, ici, ils dérangeaient personne, quoi. Contactée, la mairie assure appliquer la loi. Pour elle, c'est à la préfecture de reloger ces personnes qui n'ont aujourd'hui plus de toit. Et on s'intéresse à présent à la trêve hivernale qui protège les locataires de toute expulsion pendant les mois d'hiver. Mais selon certaines associations, ces expulsions seraient en forte hausse juste avant le début de cette trêve. Et surtout, les procédures en cours se poursuivent. Exemple en Isère avec Florine Eba et Yann Ployard. D'ici quelques jours, les expulsions de locataires indélicats ne seront plus possibles. Hiver oblige. Dimanche, il sera trop tard pour les bailleurs qui souhaitaient se débarrasser des mauvais payeurs. Avec la trêve hivernale, plus de possibilités d'expulsion avant 5 mois. Un sursis pour l'occupant, mais pas une solution. Si des procédures ont été engagées, les dossiers, eux, suivront leur cours pendant ce temps-là. L'idéal, c'est que les gens viennent nous voir à la première difficulté, parce que c'est à ce moment-là qu'on aura le
plus de facilité pour les extraire de cette procédure toujours difficile qu'est l'expulsion. Dès qu'on a un premier impayé, dès qu'on reçoit un courrier, ne serait-ce que recommandé de son propriétaire, il faut venir parce qu'il existe des tas de moyens de ne pas arriver à l'expulsion en sollicitant des aides, en sollicitant de l'accompagnement. Très souvent, on arrive à des procédures d'expulsion parce que les gens n'ont pas exercé leurs droits, de demander des délais, des droits auxquels ils peuvent prétendre pour les aider à payer leur loyer, donc le plus tôt possible. En 2014, le département de l'Isère a comptabilisé 2400 significations de jugement d'expulsion. Toutes n'ont pas abouti. De manière générale, 40% des dossiers parviennent à un compromis. Les 60% restants arrivent à terme. On n'a pas tendance de chiffrer en Isère, mais on sait que l'Isère fait partie des départements qui expulsent, on va dire, le plus par rapport à un nombre de locataires, par rapport à 1000 locataires. C'est-à-dire On est sur une fourchette entre 11 et 20 locataires expulsés pour 1000 locataires au global sur un marché locatif. Et l'Isère se retrouve dans les 22 départements qui expulsent le plus. Aujourd'hui, beaucoup de bailleurs souscrivent des assurances en loyers impayés. Des solutions efficaces qui n'évitent pas les poursuites en justice. Cette année, le dernier jour légal d'expulsion tombe un samedi. Et contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce 31 octobre, dès 7h du matin, les huissiers seront à pied d'œuvre. La clinique de Cluses n'est toujours pas fixée sur son sort depuis 6 mois. Il n'y a plus aucune activité chirurgicale ni médicale dans cet établissement privé, car l'Agence régionale de santé n'a pas renouvelé les autorisations. Elle devait statuer hier, mais aucune décision n'a été prise. Le dialogue a toutefois été renoué. Les salariés et la direction gardent espoir. Marion Feutry, Marie Chambrial. Ambiance pesante ce matin à la clinique des Grandes Alpes. Comme tous les jours depuis 6 mois, les salariés sont dans l'attente. On ne peut pas recevoir des patients actuellement, mais laissez-moi vos coordonnées. Impossible de recevoir des patients car les autorisations de chirurgie et de médecine sont suspendues depuis le 28 avril. Conséquence, chômage technique pour la dizaine de salariés, infirmières, personnel administratif ou encore la cuisinière, Ada, 30 ans d'ancienneté. Moralement, c'est insupportable. Ça commence à devenir insupportable. On a patienté, on s'est dit... On aurait cru que l'ARS dirait oui. On a patienté 6 mois, puis là, on est vraiment à râler pâquerette. Avant, même si j'avais beaucoup de travail, j'avais des longues journées et tout, j'étais contente de revenir travailler, puis là, pour revenir pour rien, c'est... 6 mois que les salariés espèrent une décision de l'Agence régionale de santé sur l'avenir de l'établissement. Ce midi, contre toute attente, coup de fil de l'ARS. Un rendez-vous est fixé. On espère avoir une position claire. Soit on ferme, soit on ouvre, mais avoir une réponse définitive et claire. Je pense qu'elle va être positive et j'espère qu'elle va être positive. On continue d'y croire, on continue d'espérer. Aussitôt annoncé aux salariés, la reprise du dialogue avec l'ARS s'est accueillie avec soulagement et une lueur d'espoir. C'est un petit pas en avant en espérant qu'elle se décide très vite pour qu'on puisse remettre la machine en route. On est toutes motivées, on a une équipe, on est au taquet. Personne ne veut crier victoire trop vite, mais toute la clinique attend beaucoup de la rencontre prévue la semaine prochaine entre la direction de l'établissement et l'Agence régionale de santé. Un mot de politique à présent avec les élections régionales. Les 6 et 13 décembre, les citoyens devront élire leurs représentants au sein de la future Assemblée d'Auvergne-Rhône-Alpes. La droite se pressente assez unie, mais à gauche, les listes se multiplient. Ce matin, Chantal Gomez, la tête de liste de Lutte ouvrière, a tenu une conférence de presse à Grenoble afin de présenter la liste iséroise et expliquer quelles étaient ses priorités. On l'écoute au micro de Tiffaine Honoré et Marie Chambrial. Nous irons dans le sens de tout ce qui est favorable aux classes populaires, notamment le renforcement des transports, les TER qui se dégradent aujourd'hui, des lycées, créer même des emplois si c'est possible. Que ce soit Kéran ou que ce soit Vauquier, ils mèneront la même politique qu'au niveau de l'État. C'est-à-dire que l'argent va être drainé de tous les territoires finalement pour aider encore un peu plus ces entreprises. Pour aider finalement les actionnaires, parce que vous voyez que l'emploi, ça n'a absolument rien donné. Le chômage continue d'augmenter et ça, nous, on le dénonce. C'est une très bonne nouvelle pour les usagers des gorges de l'Arly en Savoie. La route sera de nouveau accessible à partir de demain 16h. Elle avait été fermée il y a 6 mois en raison des dégâts causés par d'importantes intempéries. La première partie du chantier touche à sa fin. Le point avec Daniel Despins et Didier Albrand.
Difficile d'imaginer qu'il y a 6 mois, toute cette portion de route était engloutie par un véritable cataclysme. 1er mai 2015, la nature se déchaîne. 200 000 mètres cubes de débris rocheux dévalent et submergent le lit de la rivière. La route est détruite. C'était un petit peu l'apocalypse sur le secteur. Donc on est arrivé, on a découvert donc ces très très importants glissements qui sont derrière nous et qui ont entraîné avec la crue exceptionnelle de l'Arly un départ de la route sur environ 400 mètres linéaires. Donc toute la route a été embarquée ce jour-là avec la crue et les matériaux qui sont tombés de ces glissements. Aujourd'hui, le chantier touche à sa fin. Pour ça, il a fallu reconstruire la route en la surélevant, la sécuriser et recanaliser la rivière. Donc on a réalisé toutes sortes d'ouvrages, à savoir des remblais sur une dizaine de mètres de hauteur. On a réalisé des murs en arrochement pour soutenir la route. On a réalisé des protections de falaises comme on peut voir derrière pour éviter tout événement sur la route dans les années futures. Fini la galère pour les usagers contraints de faire un long détour depuis des mois. Le train-train quotidien va pouvoir reprendre entre Ugine et Flumé, de quoi redonner le sourire aux habitants. La route par Héry-sur-Ugine était extrêmement compliquée dans la mesure où il y avait des risques également d'éboulement, dans la mesure où il y avait beaucoup de trafic et beaucoup de camions. Et donc non seulement nous perdions du temps, mais encore il y avait quand même un certain risque et un certain danger. Pour les gens qui ne connaissent pas ici, je vois il y a plein de clients qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas trop comment faire pour s'en sortir. Donc c'est un bon soulagement, vraiment. Reste encore 2 années de travaux pour la réalisation d'un ouvrage hydraulique de régulation du débit de la rivière. Un chantier qui n'entraînera pas la fermeture de la route. La saison d'hiver est sauvée. Cette information à lire sur notre site internet. L'état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté dans 3 communes iséroises et 2 communes de Savoie. Il concerne des inondations et coulées de boue des mois de juin et juillet. Tous les détails sur notre site alpe.france3.fr. C'est un rendez-vous incontournable pour tous les gourmands et il y en a. Le Salon du chocolat a ouvert ses portes hier, porte de Versailles à Paris. Au programme, des défilés de robes en chocolat, des dégustations. On compte pas moins de 220 exposants et parmi eux, un nom connu dans la région, le chocolatier Bonnat à Voiron en Isère. Il est l'un des rares en France à torréfier lui-même ses fèves de cacao qu'il va chercher directement chez les producteurs du monde entier. Reportage d'Anne-Claire Le San et Loïc Ouex. Ces fèves de cacao, Stéphane Bonnat est l'un des seuls en France à les torréfier. C'est le plus vieux cacao du monde, celui dégusté par les empereurs mayas. Un trésor qu'il sélectionne lui-même directement auprès des producteurs. Toutes les fèves ici ont une histoire, avec par exemple là, le Maragnan, un cacao brésilien que l'on pensait disparu. Dans la jungle, je suis tombé par hasard au pied d'un cacaoyer. Nous avons refinancé la culture et désormais il y a carrément une plantation où nous achetons le cacao à peu près 9 € le kilo, ce qui est exorbitant. C'est 5 fois le prix du cours du cacao, le prix à payer aussi pour préserver la diversité des goûts et des variétés anciennes et inciter les producteurs à ne pas succomber à la tentation, celle de produire une nouvelle variété de cacao hybride au rendement 3 fois supérieur. L'intérêt, il est double, à la fois pour conserver une qualité de produit que nous faisons au quotidien chez Bonnat, mais également de conserver les partenaires qui sont les seuls à détenir le savoir-faire pour cultiver des cacaos rares. Accompagner les producteurs, c'est aussi la démarche du label Max Havelaar. L'an dernier, près de 10 millions d'euros ont financé des programmes sociaux décidés directement par les producteurs. Une coopérative en Afrique, au Ghana particulièrement, a investi sur une maison pour faire venir un instituteur dans le village, des classes supplémentaires, du matériel scolaire, ce qui permet de lutter contre un des fléaux de la culture du cacao en Afrique, qui est le travail des enfants, et d'envoyer les enfants à l'école. Transformer des fèves en chocolat nécessite plusieurs jours de fabrication. 100 tonnes de tablettes sortent chaque année de cet atelier et en boutique, les amateurs apprécient le voyage. Il y a du Mexique, du Brésil, du Madagascar, un peu partout dans le monde. Et votre préférence, vous, pour Mexique. Pour quelle raison? Il est un peu plus puissant. J'aime bien celui qui s'appelle le Chuao, je crois qu'il vient de Venezuela, qui est très bon avec beaucoup de fruité dedans. Et après, à chaque fois, je prends plaisir à en découvrir d'autres. Si les grands crus de cacao ont leurs amateurs, en France, 80% des ventes de chocolat se font dans les grandes surfaces.
Demain, dans la page Sortir, vous pourrez découvrir l'exposition consacrée à la photographe américaine Vivian Maier. À cette occasion, des jeunes photographes ont eu carte blanche pour exposer leurs œuvres. C'est le cas de 2 Grenobloises qui ont réalisé tout un travail autour du cancer du sein. Reportage Françoise Gay, Jean-Pierre Rivet. L'une est photographe professionnelle, l'autre photographe amateur, ou plutôt amatrice comme elle aime le répéter. Aurore et Barbara, une histoire de complicité entamée avec un cataclysme. Barbara découvre qu'elle a un cancer du sein. Aurore lui propose de faire des photos. Cette photo a été prise en 2012. C'est un autoportrait. Et c'était une période où j'avais du mal à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire cet état, la maladie. Et donc j'ai souhaité immortaliser ce moment pour pouvoir ensuite m'imprégner de tout ce qui allait advenir. J'ai plusieurs autres clichés où je rejetais cette chevelure et où au final je l'acceptais. En fait, elle m'a beaucoup aidée dans ce combat et j'en ai fait une alliée. De ces photothérapies, un projet voit le jour. Convaincre d'autres femmes, également malades du cancer du sein, de poser pour les 2 photographes. La difficulté, c'est déjà qu'elles acceptent de se mettre à nu. D'une part physiquement, mais aussi mentalement avec tout ce qui leur arrive. Et ça, c'est très très difficile. L'idée était de sublimer ces femmes et de les aider en fait à pouvoir exprimer ce qu'elles avaient envie d'exprimer à ce moment-là et de les montrer vraiment belles. Maquillage, pose et cadre soigné, les 2 amies multiplient les clichés pour ne retenir que les plus beaux, les plus artistiques. Aujourd'hui, certains modèles ne sont plus là pour les admirer, mais pour Barbara, l'aventure connaît une fin heureuse. Je suis en rémission totale et puisqu'il faut attendre les fameux 5 ans avant de pouvoir dire voilà, nous sommes guéris. Faire face, une exposition à découvrir jusqu'au 22 novembre à l'Ancien Musée de Peinture de Grenoble. Et on reste en Isère, direction le théâtre de Vienne, où l'on peut découvrir le dernier spectacle de marionnettes de la compagnie Arnica sur le thème de la traversée. L'occasion de découvrir aussi l'univers du théâtre d'objets à travers les ateliers qui sont proposés. Sylvie Cozzolino, Jean Perrier. Théâtre de marionnettes ou théâtre tout court, cela commence toujours par un travail d'écriture. Sur la table sont étalés les témoignages qui évoquent des traversées physiques, intimes, joyeuses ou douloureuses. Autour de l'auteur Sébastien Joignet, les stagiaires adaptent ces récits de vie au monde de la marionnette. On a partagé tout ça. Et puis après, il y a des choses qu'on invente, des actualités qu'on a pu entendre, des récits de nos vies, d'autres choses, des choses totalement imaginaires. Parce que ça reste de la marionnette quand même et du spectacle. Donc il y a des choses qui sont possibles avec des objets qui ne le sont pas avec des acteurs. Partir de la parole pour créer des personnages et faire du théâtre, ce pari a séduit Carole. Comme les autres stagiaires, elle a livré son propre récit de traversée, mais elle a aussi entendu celui de Sherifa, une habitante de Vienne qui a voyagé entre la France et l'Algérie. Une marionnette dans un petit bateau racontera son parcours. Sherifa, c'est elle qui va tout porter. Ce sera le vaisseau lui-même, c'est Sherifa, qui porte ses enfants, qui les emmène, qui les ramène. Voilà, donc on va la représenter vraiment une marionnette plutôt ample, comme une figure de proue. On va faire le sous-marin parce que ça permet de voir comment du texte peut arriver aussi. Donc on marche comme tout à l'heure. Ouais, voilà, on fait une petite avancée. Sur scène, Émilie Flacher guide les stagiaires. Pour la plupart d'entre eux, c'est une première approche du monde du théâtre. À eux de faire vivre l'espace de quelques scénettes, les 13 marionnettes. Quand on arrive, on a quand même des pistes de travail, on a des jeux de théâtre, on a des techniques, mais on essaye vraiment de fabriquer avec le groupe. Et avec ce groupe-là, comment il est constitué, les personnes qui sont dedans, comment ça voilà. La compagnie Arnica, à l'origine de ce projet, avait déjà mis en scène une pièce sur les liens franco-algériens à partir de témoignages. La parole, éternel vecteur de liens entre les populations. Dernier épisode de notre feuilleton sur les cristalliers du Mont Blanc. Après leur bonne cueillette d'hier, Dominique et Xavier rejoignent désormais la vallée pour nettoyer leur quartz. L'occasion de dresser un petit bilan de cette expédition. Jordan Guéant, Maxime Kemener.
Ah, bah, voilà la Cathy. Ça va? Bien été, pas tombé? Bien été, pas tombé, déchirer ouais. le fuseau? Non. Je voudrais voir s'il y a des tout de suite. Parce que il faut que je prélève ma dîme. Aïe, aïe, aïe. C'est une satisfaction de le voir revenir en vie, parce que il y a toujours ce côté risqué. Et puis de se dire, bah oui, voilà, malgré les années qui passent, il a encore assuré. Voilà, ça reste quelque chose de fascinant. Bon, on va s'installer un peu par là. On va voir. À chaque retour dans la vallée, les mêmes rituels. Dans le garage, le nettoyage, un moment de vérité. Regarde. Sympa avec la structure hein, comme ça. Hein. C'est pas lourd. Jolie petite pièce. Bon, pour le moment, on fait un premier nettoyage comme ça, à vue, uniquement avec de l'eau et un peu de Mirzachev, tout simplement. Et puis après, selon la qualité des pièces, bon là, ça a l'air à peu près brillant en surface, sans plus. Donc, on n'a pas besoin de plus. Ça reste comme ça au naturel et voilà quoi. Elle est belle ou elle l'est pas. Voilà, c'est exactement ça. Des trésors souvent vendus et parfois conservés ici même, au musée de Chamonix, le temple des cristalliers. Très ancienne, l'activité est désormais très encadrée. Le chasseur de quartz est un gardien du patrimoine. Depuis quelques années, dans la vallée, nous avons un arrêté municipal qui oblige les cristalliers à se déclarer en mairie tous les ans de façon à avoir une autorisation de recherche. Donc on remplit un formulaire, on s'engage à respecter la charte déontologique des cristalliers. Mais l'aventure n'est jamais loin, jamais terminée. Il y a 10 ans, Dominique descendait cette pierre très spéciale. Quand les gens ont vu ça en bas, y compris les scientifiques sur Paris, on dit mais c'est de la muscovite, c'est hyper rare dans le massif, il n'y en a pas, il n'y en a qu'une. Et du coup, bon, elle a été prêtée par un collectionneur privé pour le musée de Chamonix parce que c'est la seule pièce existante en muscovite dans le massif du Mont Blanc. Quelque part autour du Mont Blanc se trouvent encore 3 ou 4 cristaux comme celui-ci. Des muscovites rarissimes. Seul Dominique connaît l'endroit. Un secret bien gardé. Et avant de nous quitter, un mot de sport avec les résultats du tirage au sort dans nos départements du 7e tour de la Coupe de France de football. Le tirage au sort s'est déroulé cet après-midi. 5 équipes de l'Isère et de Haute-Savoie étaient qualifiées. Annecy se déplacera à JR, club de l'Isère. Échirolles jouera à Montélimar. Évian-Thonon-Gaillard affrontera le GS Consola Marseille. Grenoble Foot 38 affrontera Chasselet dans le Rhône. Et les rencontres se joueront le week-end du 14-15 novembre de cette année, bien sûr, 2015. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Je vous retrouve demain à midi pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. D'ici là, passez une très belle soirée et à demain.